Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Beast Roleplay. Aujourd'hui on va parler jeux de rôle, on va parler GN, on va parler peut-être un petit peu figurines, jeux vidéo, bref tout ce qui nous passionne, puisque ce soir j'ai le plaisir de recevoir un ami IRL et qui va vous partager aussi sa passion et sa vision de tout ça. Donc salut David. Salut à tous! David, merci beaucoup d'être le premier intervenant qui n'est pas professionnel, c'est-à-dire que c'est pas ton métier du tout, entre guillemets de faire des GN ou de faire du jeu de rôle, mais on va en apprendre un peu plus sur toi. Et du coup, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux te présenter brièvement? Yes, et ben, je m'appelle David, j'ai 35 ans, je suis rôliste, GNiste. Bon, ça c'était déjà inclus dans le truc. Euh, je fais pas mal de VR aussi, un peu pas que dans mon temps libre. Euh, du coup, évidemment, un peu de jeux vidéo. Et je fais de la figurine aussi, on en parlera après. Mais ouais, je suis un petit peu comme ça que tout a commencé. Et je fais pas mal d'AMHE aussi, des arts martiaux historiques européens. Je fais une petite dédicace au passage. Ouais, carrément. Donc voilà, je me suis un petit peu mis là-dedans il y a pas très longtemps et j'ai fait les deux pieds devant. Et ça marche plutôt pas mal. Ok, bon, globalement, je comprends très bien pourquoi on est potes, hein, parce qu'on a des passions quand même très très proches. Oui, Euh, ça joue un peu. Histoire que les gens comprennent un petit peu plus qui tu es, donc tu bosses dans le milieu de la VR, dans le milieu du jeu vidéo. Tout à Tu fait. peux présenter brièvement, sans forcément dire le nom de l'entreprise ou autre, mais ne serait-ce que c'est quoi ton taf dans ce milieu-là? Ouais, bien sûr. Alors, bah, du coup, j'ai fait plein de choses dans le milieu de la VR. J'ai travaillé dans des salles d'arcade. J'ai mis en place des salles d'arcade. J'ai vendu des jeux pour des salles d'arcade. Et après, je suis passé plutôt sur le grand public où j'ai géré des partenariats pour un jeu dans le milieu du métal et de la musique. Ouais. Où je suis allé chercher les musiques et j'ai fait des partenariats avec un petit festival qui s'appelle le Hellfest. Petit, ouais. Euh, voilà. Du coup, dernièrement, je suis dans un autre studio qui est aussi issu du milieu arcade. Et là, cette année, on lance un gros projet sur un nouveau jeu. C'est une belle aventure qui se lance pour le grand public. La seule chose que je peux dire, c'est que ça sera un jeu de baston de taverne Trop bien. en VR. Trop bien, en VR. Alors, bah, tant qu'on est là-dessus, autant continuer un petit peu sur ce sujet. Après, t'inquiète, on parlera plus boulot. Mais au niveau de la VR, justement, alors il y a deux termes en fait que tu as utilisés. Le premier, c'est arcade. Ouais. Dans ma tête à moi, les salles d'arcade, c'est Planète Saturne. Je sais pas si t'as connu. Yes. Est-ce que Ouais, c'est alors ça du que coup, tu veux dire par là? c'est un peu l'idée, mais du coup, aujourd'hui, il y a des salles spécifiques qui existent où il y a que, ou quasiment au moins une partie de la salle qui est dédiée à des jeux en VR spécifiques, qui sont dédiés aux salles d'arcade. Donc, la plupart maintenant font des jeux vraiment qui sont uniquement trouvables en salle d'arcade. Donc, ça fait plutôt des escape games, ou des jeux en multi, Ouais, ou des jeux qui se jouent sur des surfaces que tu peux pas avoir chez toi. ouais. Typiquement du 200, 400 mètres carrés. Ce qui, bon, enfin, si tu as 200 mètres carrés chez toi, c'est pratique, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. Bien sûr, bien Donc sûr. voilà, ça permet d'avoir des choses vraiment qui peuvent sortir de l'ordinaire et des expériences un peu hors du commun. Donc typiquement, c'est le délire des... On a eu une vague il y a quelques années de ces escape rooms VR où tu vas avoir une aventure d'exploration. Moi j'avais fait un truc aztèque avec mon pote Pierre Arnaud par exemple, que je salue d'ailleurs. Une espèce d'aventure aztèque où à la fin on se battait contre un Quetzalcoatl géant, etc. C'est Je typiquement vois ce genre de choses. exactement de quoi tu Ouais, parles. ok. C'est mon ancien studio qui a développé ce jeu-là. D'accord, ok, ok. Voilà. Euh, Ouais, clairement. mais Bah, du c'est un peu coup, l'idée en fait, clairement. Mais du coup, aujourd'hui, les salles d'arcade, finalement, c'est plus ça. En fait, ma question, elle est simple. Est-ce qu'il y a encore des salles d'arcade en France? Des salles d'arcade comme on les a connues dans les années 2000, 90, 2000, tu vois. 80 à Alors, 2000. il y en a, mais c'est assez rare. Ouais, En général, c'est des petits bouts que tu as dans des bowling, etc. C'est le truc le plus simple ou dans les cinémas que tu vas retrouver. Mais il y en a quelques-unes dans les centres-villes, mais c'est extrêmement rare. d'accord. Ouais, ouais. Dans quelques stations balnéaires aussi, t'en as. Mais oui, malheureusement, les vieilles bandes d'arcade, entre guillemets, vieilles bandes d'arcade, elles ont encore pas mal de vie devant elles parce que du coup, il y a pas mal de lieux de loisirs et ils les utilisent.
ça permet d'avoir quelque chose de différent. Puis bon, tu vois un truc qui bouge, en général, les enfants ils aiment bien. Ouais, ouais. Les adultes qui connaissent le jeu, ils sont là, genre, trop bien, on va pouvoir battre leur corps. Donc voilà. Ok. On a encore quelques-unes, mais bon, c'est vrai que ça se fait un peu plus rare. Et alors du coup, j'en viens à ma deuxième question concernant ton taf. Du coup, vous développez des trucs pour la VR, mais des particuliers, le grand public, donc les gens qui vont utiliser, comme moi j'utilise pour le boulot, un Oculus, les Quest 1 ou 2, ou les Rift, tout ce genre de choses. Ça. Et alors toi, ce milieu-là, et là c'est peut-être pas très objectif ce que je vais te demander parce que parce que c'est ton boulot et t'as le nez dedans, mais c'est quoi l'avenir de la VR selon toi? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des casques VR? Comment tu sens ce marché-là? Alors, c'est un marché qui est encore en train d'évoluer, hein. Il évolue tout le temps. Euh, Ça va dépendre de pas mal de choses, notamment des prochains casques. Et aujourd'hui, ce qui est le plus problématique, c'est le coût d'achat du casque. Ouais, Pour la plupart des gens, c'est compliqué d'acheter un casque VR. Donc c'est ça qui limite en fait le fait que la VR fonctionne ou pas. Parce que ouais. du coup, voilà, il y a pas mal de gens qui disent L'accessibilité, quoi. exactement. Aujourd'hui, c'est entre guillemets un gros problème. Enfin, c'est un problème, c'est un vrai problème. C'est sûr que bon, ben, si on a des gens qui sont capables de lâcher 400 balles dans un casque, ils peuvent acheter plein de jeux, c'est pas le problème. Mais les gens qui sont capables de lâcher 400 balles dans un casque, qui vont pas forcément utiliser tout le temps, c'est plus compliqué. Ouais. Aujourd'hui, on est sur une problématique d'accessibilité et d'utilisation du matériel, chose qui est un peu réfléchie par pas mal de grosses firmes, notamment sur le fait d'utiliser entre guillemets plutôt tout ce qui va être logiciel et outils et jeux à distance. Tout ce qui va être ce qu'on appelle des SaaS, donc des software de service, ou des GaaS, qui est Game as a Service, même principe. L'intérêt, c'est d'avoir un petit PC qui est pas forcément très puissant, mais du coup, ça te permet de se connecter à Internet, d'accéder directement du coup, un, un gros PC en fait qui peut faire tourner tout et n'importe quoi, mais sauf que bah, le PC, on l'a pas chez nous. Il est mis à jour régulièrement, pas besoin de racheter de Ouais, je vois. nouveaux composants et compagnie. Du coup, c'est vrai que c'est une chose qui pourrait justement permettre à la VR de se démocratiser. Donc, de pouvoir justement avoir juste un interface lunette alors, chez soi. Et Ouais. derrière, du coup, accès à avoir plein de choses. Ça, c'est une des possibilités. Il faut la Après, fibre. il y a Il faut plusieurs. la fibre pour tout le monde, par contre. Ouais, ça, c'est obligatoire. Dans tous les Ouais, cas, c'est ouais, plutôt ouais. obligatoire. Du coup, ce qui est aussi possible, voilà, c'est différents types d'expériences. Euh, Ça va dépendre du niveau d'immersion qu'on veut avoir. Aujourd'hui, typiquement, Apple s'est lancé dans la course et c'est plutôt un bon signe pour le Hmm. marché. En termes d'image, on est sur quelque chose qui arrache le pavé, mais bon, c'est un On a, casque à 3000 euros. on a du prix Apple aussi, hein. C'est ça, voilà. Donc après, c'est reste du Apple, hein. On est toujours sur quelque chose qui va être relativement onéreux et qui n'est pas pour tout le monde. Mais c'est un peu comme ça qu'ils ont toujours fait. Et ça montre aussi que c'est une société qui aujourd'hui peut se permettre de faire des choses intéressantes en VR. Et que ça met aussi pas mal de coups de pied dans la fourmilière sur certains sujets. Ouais, Donc, du coup, les autres sont ouais, obligés de se j'imagine. réveiller pour se mettre à jour. Et du coup, c'est aussi une émulsion qui est relativement saine, hein. C'est vraiment aujourd'hui, Meta est quand même assez hégémonique parce ils sont imposés sur le marché avec un casque qui est très bon marché Entrée de gamme, et ouais. de très bonne qualité. Et à côté de ça, du coup, les autres constructeurs se sont plutôt axés sur le côté pro. Du coup, on a des constructeurs qui sont vraiment que axés là-dessus, qui commencent à se dire, ah peut-être que le public, ça pourrait être intéressant. Hmm. Peut-être y revenir un jour. Donc il y a pas mal de choses qui bougent de manière générale dans la VR assez souvent. Ok. Mais c'est un milieu qui te plaît? T'es heureux, toi, dans ton boulot? Tu kiffes? Ouais, ouais, c'est un milieu ultra passionnant. Ouais. Enfin, après, puis bon, j'ai la chance de travailler aussi dans le milieu du jeu vidéo, même si à côté de ça, on fait aussi des expériences pour des entreprises, des formations, etc., etc. C'est toujours intéressant de pouvoir prendre le prisme d'un métier et de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant avec l'outil VR qui aura vraiment une plus-value. Parce que clairement, on peut tout faire en VR, sauf que derrière, si c'est juste remplacer un PowerPoint pour dire que waouh, on Oui, bien utilise un sûr, bien sûr. casque, pas fou. Par contre, si je te mets vraiment dans une situation où tu es obligé de bouger, où tu es obligé de faire les gestes, mais typiquement, si je te dis attention, il y a des éboulement dans une, euh, dans une, euh, dans une station de ski, comment tu fais? Ça évite de prendre une vraie avalanche dans la tête, de pouvoir Bien se sûr. dire, ok, si j'ai pas fait ça bien, au moins, Ouais, ouais, je c'est sais cool. qu'il faut pas faire ça, quoi.
Ouais. Donc beaucoup de marché pour l'aspect professionnel surtout. Yes. Et on attend. Si, enfin, moi, en tant qu'utilisateur, tu vois, j'attends les prochaines sorties grand public de matériel, j'entends, hein, donc de casque. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, Apple a mis un petit coup de pied à tout le monde en disant ok, on est cher, mais regardez ce qu'on peut faire. Parce que pour le coup, je l'ai testé sur un salon à Lyon, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pris une petite gifle quand même hein, de qualité. Je Ouais. mettrais pas 3000 balles là-dedans, mais ça pique. Ça pique en termes de Mais ouais, qualité. c'est clair qu'ils ont mis la barre très très haute. Et aussi, ce qui est aussi attendu par le grand public, c'est les licences. Ouais. Notamment pour les jeux vidéo. Half-Life, quand ils ont lancé Half-Life Alyx, ils ont T'imagines vendu un des Assassin's palettes. Creed où tu peux faire toi-même le plongeon Alors, il existe. Ah, c'est vrai? Merde, je l'ai pas vu, tu Ça vois. s'appelle Assassin's Creed Nexus et c'est sorti il y a pas très longtemps. Ah merde. Après, la problématique, c'est que bon, bah, t'as toujours la problématique du déplacement. À Ouais. 16.2, il y a des trucs qui sont très cool. Donc, tu peux utiliser la lame sacrée. Attends, attends, ça marche Ouais, vachement bien. ouais, je vois. Je vois. Mais du coup, il y a plein de choses qui fonctionnent un peu moins bien. Typiquement, le saut de la foi, c'est quand même pas le truc le plus agréable. Même s'ils ont réussi à le gamifier un minimum. Mais en petite anecdote sur le saut de la foi, il y a il y a une expérience qui est souvent jouée, notamment celle de l'arcade, pour les séminaires, etc., etc. Ça s'appelle Richie's Plank. En Regis gros, on Plank, ouais. t'amène tout en haut d'un building et on te fait marcher sur une planche. Et donc voilà, t'as le vertige, c'est à 300 mètres de haut, donc t'as peur et tout. Et à la fin, tu dois sauter dans le vide. Et j'ai une ancienne salle d'arcade que je gérais qui avait fait un séminaire. Et puis le commercial, il se dit, eh, mais c'est marrant, mais à la fin, ils prennent pas l'élan pour sauter. Donc le mec s'est amusé à prendre de l'élan pour sauter. Donc il a sauté la tête la première dans le placo en face. Il a éclaté le casque, il s'est éclaté les deux arcades. Enfin, bref, faut pas faire ça, hein. Bah non, évidemment, évidemment. Alors ouais, pour le coup, Rich Plank Experience, c'est un truc que j'ai acheté. Je crois que ça vaut pas cher en plus. Enfin, c'est de l'ordre de 5 ou 10 balles, quelque chose comme ça. Et Ouais, mais c'est vieux, hein. c'est vieux. 2017. Ouais, ouais, c'est vieux. Mais 2016. en fait, c'est une super approche pour mettre une claque aux gens sur l'aspect immersif, en fait. Clairement. C'est impressionnant. Bon, écoute, tirons un petit trait sur cette session VR et professionnelle. Mais Yes. c'était super intéressant. Mais on va passer maintenant aux passions qui nous animent en commun. On va commencer tranquillement en fait on va commencer par la figurine puisque tu m'as dit qu'en fait il y avait peut-être un cheminement logique qui Bah, mène au jeu de complètement. rôle et tout ça. Et du coup, quand est-ce que Complètement. tu as vu une figurine pour la première fois et comment tout ça a commencé? Alors, moi, la première fois que j'ai vu des figurines, c'était chez mon grand cousin Michael. Du coup, je vais chez lui et j'ai vu plein de figurines. Donc, à l'époque, il faisait du Warhammer Battle. Ça devait être la deuxième édition de mémoire. Bah, là, j'étais, oh, il y a des chevaliers partout. Il jouait les elfes, les hauts elfes à l'époque. Il avait une énorme table avec plein de figurines et tous ses parents l'avaient aidé. Il faisait contribuer toute la famille sur la peinture et tout. Enfin, bref. Ouais. C'était l'industrie là-bas et du coup j'étais waouh, c'est trop bien et tout. Et du coup je crois que l'année d'après j'ai eu la boîte de base Warhammer Battle complètement peinte justement par ma tante et mon Sérieux? cousin. Mais Ouais, ouais. c'est une idée de génie ça. C'est ouais, ouais, mais Mais j'ai un truc après de c'est des malade. tarés quoi. C'est des tarés parce que c'est du boulot. Complètement. Complètement un cadeau de fou furieux et du coup bah je suis plongé dedans bah, du coup j'avais 8 piges. Donc du coup, je mettais tous mes potes à l'école, au Attends, collège. c'était laquelle de boîte? C'était si tu me dis la V3, c'était quoi? C'était des elfes contre des gobelins Alors, ou c'était après? c'était la V2, c'était bretonien et... Si je peux pas de bêtises. Homme lézard. Je crois que c'était l'homme lézard, tout à Ouais. fait. Et Ah bah, après, il y avait celle d'après où c'était l'Empire et les orques. ouais. Par contre, je crois qu'on se viande sur les versions. C'est pas la Ah, V2, V3, tout ah ça. bah, ouais, ouais. Mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, je pense que les fous de Warhammer, ils ont très bien identifié la boîte dont tu parles. Mais bon. Donc c'est tout ce qui compte. Ah, il y avait deux livres la première fois, après il y a un gros livre de 300 Ouais. pages. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, ouais, j'étais mordu au point où bah, du coup, mes
mes parents, donc surtout ma belle-mère, voit que dans mon bled, le bled chez mon père, il y avait un club de jeux de figurines. Et du coup, je suis allé faire de la peinture, jouer. Je me suis mis à confrontation d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, trop bien. J'ai fait des tournois. Ah Voilà, on ouais, faisait partie de la Confédération du Dragon Rouge. Je l'ai pris une branlée face au champion du monde d'une année et champion du monde de l'autre année. Donc j'étais bien putain, content. mais tu sais que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît et je savais pas ça de toi. Donc tu vois, ça vaut le coup de faire Mec, aussi ce genre de trucs. je garde des trucs à Ouais, sortir. c'est cool. Et ouais, du coup, pour la petite blague, un des champions du monde s'appelait Poulport. Et en fait, on s'est retrouvés dans le même DUT quand on est arrivé en études supérieures. Et j'étais genre, mais c'est trop drôle. Donc, Sans, le copain Bob, une sans, grosse brute. sans citer le lieu précis, t'es dans quelle région de la France? Pour que juste que les gens imaginent un petit peu. Alors, Bon, on sent bien que tu viens pas de Toulouse, tu vois. Mais non, c'est vrai. Alors, moi, je suis originaire plutôt de la région nord-ouest Bretagne. ok, Euh, donc, c'est plutôt là-bas que j'ai fait du jeu de figurines. d'accord. Après, je suis passé par pas mal de régions différentes, hein. J'ai fait Maine-et-Loire, Basse-Normandie, euh, et maintenant je suis dans la région Rhône-Alpes. Ouais, ouais. On n'est pas très loin. Je viens bouger. Ouais, ouais, ok. Du coup, t'as eu cette boîte, t'es rentré dans un club, donc tu as dû te faire des potes. J'imagine que t'en parlais peut-être même à l'école pendant les cours de Oui, récré. ouais, à l'école, ouais, ça c'est. Ah ouais, là, il y en a pas mal qui ont acheté les boîtes de Warhammer. Je pense que j'étais un très bon précurseur pour pas mal de boutiques là où j'habitais. D'accord. T'étais le VRP du collège. Ouais, c'est clair. Bah, les mecs, ils arrivaient et au moins à Noël ou aux anniversaires, t'avais une boîte de base ou un truc comme ça qui partait. Donc, Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, t'as été joueur de jeux de figurines jusqu'à quel âge à peu près? Parce que je crois qu'aujourd'hui c'est plus Euh, trop le cas. Enfin, tu joues de temps en temps à c'est. du jeu de société avec figurines, mais Ouais, ouais, malheureusement, ça prend du temps ouais, et ça prend aussi pas mal de fonds, hein, mine de ouais. rien. Et du coup, j'ai joué jusqu'à à peu près mes 15 ou 16 ans. Mhm. Et après, ben, le jeu de rôle est arrivé par là et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de peindre toutes les figurines, mais du coup, j'ai juste à les inventer, c'est génial. C'est ça. Je peux les imaginer dans ma tête et ça suffit. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est parti sur le jeu de rôle et du coup, j'ai embrayé là-dessus assez rapidement en fait. Je faisais toujours partie du club où on formait les jeunes, notamment à la peinture et un petit peu au jeu. Mais massivement, j'avais beaucoup moins de temps. Puis bon, les années d'études étant en train d'avancer, Ouais, et puis t'as fait quand les même quelques loisirs. années d'études aussi, quoi. Yes, c'est ça, je suis resté un an de plus dans mon DUT parce que j'aimais bien, mais grosso modo, ouais, j'ai fait peut-être 6 ans d'études sup. D'accord. Et globalement, ouais, c'était un peu compliqué, même de faire du jeu de rôle à l'époque. Bon, heureusement que les solutions en distanciel marchent, Ouais. mais bon, c'est pas toujours idéal, surtout à l'époque quand on n'en avait pas beaucoup. T'es tout seul sur Skype et t'as tous les autres autour de la table, c'est quand même pas le truc le plus sympathique. Ouais, ouais, je vois bien le délire. Après, l'avantage, c'est que t'étais en DUT informatique, enfin, en gros, quoi. Et que du Ouais, coup, l'aspect technique, tu savais gérer, quoi. Il y avait pas de souci, ça oui, faisait non, ça va, partie ça va, déjà de ton quotidien, quoi. c'est ça. Ouais, Euh, ouais, c'était cool, j'ai pu faire pas mal de choses là-dessus, notamment. ok, histoire de revenir quand même sur ton parcours de rôliste, est-ce que tu te souviens, la première partie de jeu de rôle que tu as fait, dans quel univers c'était? Ouais, je me rappelle. Alors, il y a plusieurs jeux de rôle qui m'ont marqué, mais la toute première, j'avais dû jouer à Donjon 3.5 et je venais de voir le film 300, un truc comme ça. Ouais, Et donc, je m'étais tapé le délire de jouer un Spartiate. Et bon, je m'en foutais ouais, j'aurais moins de CA, mais je voulais jouer en slip. ouais, donc barbare. Lancer des javelots, avoir un gros bouclier, et du coup, bah, il y a plein de choses que je peux pas faire quand t'es niveau 1. Non. Du coup, j'avais un personnage qui était un peu nul à chier, quoi. Et à côté de ça, j'avais des potes qui étaient ultra des gros minimaxeurs et ils faisaient le café, quoi. Donc moi, j'avais un pote qui était psionique avec, il faisait apparaître son arme, il faisait des boucliers, il faisait des boomerangs avec. T'étais genre, ah ouais, quand même. Et moi, j'étais, je vais essayer de lancer un javelot sur le crocodile là. Raté.
Ouais, je vois. Bon, bah, j'ai passé mon tour. Je vois. Je vois, je vois. Voilà. Et c'était un peu too much pour moi. En gros, j'avais beaucoup trop d'informations à gérer. Alors que maintenant, c'est un jeu auquel je joue encore aujourd'hui et je masterise sur ce format-là. Et en fait, j'ai testé d'autres jeux. J'ai testé du Star Wars. Mhm. Je fais un test Star Wars, c'était plutôt pas mal. J'ai testé du Vampire la Mascarade. Pareil, on avait un maître du jeu qui était un peu fêlé. Il nous avait fait un truc plutôt sympa. Et après, j'ai fait une énorme campagne sur Donjon 2. Ouais, à Voilà. l'ancienne. Avec le À taco, non? l'ancienne, avec le taco qu'il fallait faire des Ouais, additions ouais, je vois, je vois. des négatifs et compagnie. Et à la fin, j'ai mis du coup, j'ai fait un Excel spécifique. Voilà. D'ailleurs, des copains en école de commerce se sont mis à faire un énorme Excel avec des trucs de fou. Enfin, bref, c'était dingo. Ouais, mais ouais, je vois. Genre, le Excel, il devait faire 60 mégas. Enfin, tu l'ouvrais, ça faisait planter tout le PC. Genre, voilà, on voulait faire des trucs innovants, mais on ne savait pas, on faisait très peu de codage, donc on faisait un peu comme on pouvait. Et ça marchait pas de ouf. Mais ouais, ouais, et du coup, c'était un maître du jeu qui connaissait son univers sur le bout des doigts, et il nous avait fait vivre dans, je sais plus le bled que c'est. Et en Donjons et Euh, Dragons, tu veux dire? ouais, Donjon Dragon 2, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Darokin, pas très loin, enfin bref, il y a Ouais. pas mal de choses. Et c'est Mystara, voilà, c'est Ok. le monde de Ouais, je vois, Mystara. je vois. Et donc lui, il était à fond, il connaissait son bouquin par cœur. Et moi, je me rappelle de soirées entières à faire bon, on attaque des bateaux pirates, à utiliser une bague de marche des ondes pour pouvoir y aller en plate, en invisible comme un connard. C'est hyper drôle, quoi. Ok. Voilà, tu vas dans la Sainte Barbe, tu fais une ligne de de poudre noire. T'allumes la poudre noire et t'enlèves ta bague d'invisibilité. Tu fais ça, tu te casses. Il faut pas que tu oublies d'enlever la bague de marche des ombres pour pas Oui. t'éclater la tronche après sur la flotte. Et une fois que Putain, ça a explosé, tu peux remonter. tu sais à quoi je pense quand tu me racontes ça? Je pense à Stranger Things. Je pense à cette série Madeleine de Ah, Proust qui rappelle cette période de notre jeunesse où on faisait des parties de jeux de rôle qui étaient pas folles. Enfin, si on les regarde maintenant sur le plan scénaristique, sur le plan des intrigues et tout ça, c'était probablement à chier. Mais alors, qu'est-ce qu'on ouais. s'éclatait, quoi. Qu'est-ce qu'on Ah mais s'éclatait. clairement. J'ai passé des soirées à tirer les trésors. Genre vraiment, genre lance un D20 et un D6. Ok, Ouais. encore. Ok, encore. Puis t'es content sur des fois quand t'as des schémas, tu fais ouah trop bien, ça va être telle arme, ça va être tel machin, tu C'est vois. quoi le chiffre des rencontres aléatoires sur lequel il faut pas tomber à Donge? C'est 17, non? C'est ouais 17 ou 13. Je sais plus, mais Mais enfin, il y en a un qui pue, mais je pense que les fans vont pouvoir nous le dire dans les commentaires, les gros connaisseurs de Donge. Bon, je suis ok. pas très fan de l'aléatoire. Je préfère mettre des trucs plus spécifiques. Et du coup, tu joues encore aujourd'hui, tu pratiques encore le jeu de rôle? Ouais, ouais, bien sûr, occasionnellement. J'ai toujours une campagne en cours d'ailleurs aussi en tant que maître du jeu. Mm. J'ai deux joueurs assidus qui me demandent régulièrement quand est-ce qu'on joue. Ouais, Du coup, j'ai fait un. Bah, du coup, on est sur du Donjon et Dragon, mais c'est sur un univers très très fortement inspiré d'un univers de Rackham. d'accord. Ceux qui verraient la Cadwallon? présentation à l'époque. Exactement. Ouais, Voilà. C'est en fait la ville principale dans laquelle se passe l'intrigue, c'est Cadwallon. ouais. Sauf que je l'ai un peu agrandi parce que j'en avais besoin. Ouais, ouais, je vois, je vois. J'avais acheté, il y avait eu un bouquin à cette époque-là sur uniquement le lore de Cadwallon, et pour le coup, c'est un truc que j'avais acheté. Autant le jeu de figurines confrontation, moi, j'avais pas trop accroché à cette époque. Mais par contre, l'univers me hypait de ouf, quoi. En fait, ce qui est cool, c'est que Cadwallon, c'est vraiment une cité un peu particulière où il y a plein de mystères, il y a plein de quartiers Mm. différents, et du coup, ça permet de faire plein de trucs au même endroit, quoi. Ouais, dans le délire est bien plus sérieux, un cadre comme ça qui n'est qu'une seule cité. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres cas. Et il me semble que c'était pour Rollmaster à l'époque, mais ça s'appelle La Elite. D'ailleurs, je crois que c'est Oui, ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Où en fait, oui, on propose un cadre qui n'est qu'une grande cité, mais alors il y a tout en fait. Il y a tout ce que vous voulez, hein. Il y a des jardins, il y a des égouts, il y a un château, il y a des églises, il y a des bandes rivales, enfin, il y a tout. Tu peux jouer des années et des années en restant dans la ville, il n'y a aucun problème, quoi. yes, complètement. Non, mais j'aime bien les atmosphères urbaines. Ouais, ouais, et puis c'est C'est vrai. assez cool.
Et puis c'est vrai qu'on a tendance à souvent, enfin en tout cas moi c'était le cas au début, souvent on a besoin de voir une carte du monde, d'avoir une idée de dézoomer, de se rendre compte à quel point c'est immense, etc. Et en fait au fur et à mesure du temps, en tout cas moi c'est mon parcours de rôliste, je me suis vraiment rendu compte que un patelin suffisait. Parfois même, tu peux passer une soirée de jeu de rôle dans un immeuble ou dans une maison, et ça peut être extraordinaire. Il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de choses, quoi. D'un contenu immense. Après, c'est toujours cool, hein. C'est toujours très cool. Ok, donc... Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Oui, oui, absolument. Ouais, ouais, absolument. Du coup, jeu de rôle, on a parlé jeu de rôle. Et alors, à quel moment est venu le GN? Donc, le jeu de rôle grandeur nature. D'ailleurs, avant que tu me répondes, est-ce que tu pourrais me faire, parce que j'ai essayé d'en faire, mais je trouve qu'il n'y a pas de bonne solution, la définition, selon toi, du jeu de rôle grandeur nature, pour l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Ok. Et est-ce que je pars du principe qui sait ce que c'est le jeu de rôle ou pas? Non, c'est ta grand-mère. Ok. Bon, Euh, enfin, ça se trouve, ta grand-mère, elle est géniste, donc je sais pas, mais... non. Non, non. Mais du coup, ouais, en gros, c'est un énorme jeu de société dans lequel en fait on incarne tous nos rôles et on va les jouer comme au théâtre. Et l'intérêt en fait de vraiment jouer nos scènes et en fait ce qu'on va faire va influer le jeu des autres. Très Et le bien. but du jeu, c'est qu'on est dans un énorme scénario. Et on doit vivre dans le scénario jusqu'à la fin de ce qui va se passer. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et derrière, il y a des orgas donc, qui vont nous donner des histoires et nous dire un peu ce qu'on doit faire au début. Et après, ben, on se débrouille nous, quoi. Des orgas, donc des organisateurs. J'aime bien le terme, tu as utilisé un terme qui n'est pas normalement pour ça, mais jeu de société. Mais en fait, au sens Ouais, propre du terme, c'est vraiment un jeu social, quoi. C'est un jeu c'est ça. de société, quoi. Ah bah, clairement, hein. Si tu fais ton GN dans ton coin, c'est quand même un peu triste. Ah bah oui, oui, on est bien d'accord. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec Christophe de ça. Les mecs qui font des GN tout seuls. Euh, souvent, ouais. Il y a des fils qui se touchent. Mais C'est ça. ok, donc et comment tu as débuté le jeu de rôle grandeur nature? T'avais quel âge à peu près et comment ça t'est venu à l'oreille? Alors, bizarrement, c'est venu assez tard. Alors, pour info, j'ai trouvé des archives de moi préparant un concours pendant que je préparais mon bac, où je dis que j'ai envie d'organiser un GN, et je dois avoir 18 ans, donc voilà. Donc j'ai attendu un petit peu avant de me lancer dans le GN, j'ai attendu novembre 2019, et en fait, dans mon ancien travail, j'avais lancé une campagne de jeu de rôle avec des collègues, et on en discutait à la pause du café, et il y a un nouveau venu, arrivé la veille. Et on discute, il vient nous voir, on dit ah, j'ai entendu jeu de rôle, machin. Putain, Je mais fais t'as aussi du bossé jeu de dans des trucs rôle. trop cool. Il y avait des rôlistes là où tu bossais. Et oui. Mon gars, là, c'est pas là où je bossais moi. Et du coup, le gars, il se fait ah, vous faites du jeu de rôle et tout, c'est trop cool. Moi, je fais aussi du VN et j'organise un VN, notamment en novembre cette année, quoi. Je fais c'est trop bien. Et t'as besoin de PNJ? Il me fait bah ouais. Je fais bah voilà. Et du coup, c'est comme ça que je fais là, à mon tout Ok. premier GN. Une anecdote sur l'arrivée du GN qui est formidable. D'ailleurs, j'avais les 50 ans d'un ami que j'ai connu là-bas ce week-end et on en a encore reparlé. Et du coup, c'est un GN Warhammer, du coup, univers assez connu, plutôt pas très sérieux. Il y avait du côté sérieux, mais globalement, c'était avec des génistes qui se prenaient pas trop la tête. C'était très bien pour commencer. Et bah moi, en premier GN, évidemment, je suis ultra épais, donc je pars bien en tête et je pars dans un lieu de GN qui s'appelle le Fort L'Écluse, qui est un fort qui est fait Putain, en deux c'était à faire parties. l'écluse. Ça, c'est un GN à Scalon, du coup, et la personne qui j'ai parlé au travail, il s'appelle Mais Emeric, attends, tu parles et de c'est Emmerich et de l'organisateur Crapulax? principal. Tout Putain, à fait. d'accord. Ok, ok. Et Alors, du coup, Emeric travaillait avec moi. je t'arrête un quart de seconde. J'ai fait une vidéo il y a peut-être un an. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on t'aperçoit dessus, je suis même pas sûr. Il y a un an ou deux, j'ai fait une vidéo de reportage sur un GN organisé par Ascalon au Fort-l'Écluse. Je vais vous mettre le lien en description. Voilà, c'est pour la Avril petite 2022. histoire, c'est de lui dont il parle. Ouais, avril 2022, c'est ça. Et du coup, euh,
Fort-l'Écluse. Moi, je savais pas que le fort il était en deux parties, donc on me dit c'est Fort-l'Écluse. Donc j'arrive dans le bled de Fort-l'Écluse et on me dit c'est route de de l'Écluse et route du fort. Donc bon, bah, moi, le premier croisement que je vois, je me dis bon, bah, c'est par là que je tourne, je commence à monter, et j'allais dans le fort du Haut, quoi. J'arrive face à une énorme barrière, donc je me dis bon, bah, c'est pas par là, je vais prendre la première à droite, et à la première à droite, tu me crois, tu me crois pas, il y a une espèce de statue qui ressemble à un mage. Il s'avérera plus tard que c'était un vigneron, mais du coup, c'est un visuel, on a un truc avec un grand flapeau, un bâton pour marcher, une espèce de grande hotte et tout. Enfin bref, pour moi, c'était du décorum, tu vois. Ouais. C'est Non, pas en du tout fait, c'était un ce que je berger avoir. suisse. En fait, je sais pas pourquoi il y avait cette déco-là. Et du coup, je commence à monter. En fait, ben, je me retrouve bloqué parce que le chemin Bah est oui, plus du oui. tout praticable. Il y a des pierres la taille d'un melon par terre et je glisse, quoi. Et du coup, je suis avec ma petite bagnole et ma petite bagnole reste à galérer et impossible de monter plus haut. Là, je me dis, bah, je vais partir en arrière. Sauf que bah, en partant en arrière, j'ai une roue qui se retrouve dans le vide. Voilà, on s'est arrêté là. Je suis passé 3 heures à discuter entre l'assurance, les flics, etc., etc. In fine, personne ne voulait me filer un coup de main. Du coup, j'appelle les orgas qui viennent me chercher un peu en catastrophe. Et ils me disent, t'inquiète, demain, on a des potes qui arrivent et puis ils vont te sortir de là. Je fais pas très bien. Je passe ma soirée de jeu de rôle, je finis à 5 heures du matin, voilà, très bien. Le lendemain, 10 heures. Bon, bah, je vais voir les gars en question. Il y en a un, il a Hervé de son prénom. Il a un 4x4 depuis 2 mois. Il a ramené son treuil. Il est comme un gosse. Il nous ramène en haut. Il est à fond et Ah, trop tout. cool, je vais pouvoir Euh, m'en on servir. monte, c'est ça, on monte le truc. Il est, enfin, lui, il est pas béni, quoi. Il a passé le meilleur moment de son jeune, c'était pendant ce week-end. Et du coup, bon, on arrive à remonter la voiture et tout. Et au final, il s'avère que, en fait, on allait voir ce qu'il y avait au-delà. En fait, c'était un chemin pour les gars qui travaillent sur les lignes haute tension. On Ouais. veut dire à travailler sur les trucs, donc pendant le pas accessible au public, quoi. Mais il y avait rien indiqué ni rien, quoi. Et du coup, bah, Ok. je me fais sauver la mise par lui et Bastoun, un autre pote. Et bah, après, on a pu voir les apéros en voiture, en voilà, pour fêter ça. Et du coup, ça, c'était ton premier GN. Le premier Ouais, GN auquel tu as participé. Ok. c'est Ok, ça. ok. Du coup, novembre 2019, donc j'étais ultra épais. Je me dis, waouh, je vais faire plein de GN. Et après, il y a eu le Covid. Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est que par contre, t'as pas commencé finalement il y a si longtemps que ça. Enfin, ça fait 5 ans aujourd'hui, c'est un beau score. Et puis surtout, Ça. t'as peut-être pas commencé il y a très longtemps, mais par contre, tu les enchaînes, mon gars. Parce que t'en fais un C'est sacré vrai que j'en ai paquet fait par an. quelques-uns. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, je suis à 6-7 minimum par an, à peu près. Ouais, ouais, c'est cool, c'est cool. Du coup, j'ai Euh, fait quelques noms un peu sympathiques. ouais, vas-y, vas-y. Notamment, j'ai fait les 3 Blood Bowl, classique. Ouais, c'est cool. J'ai fait l'Ultime Western, qui est un GN qui se passe dans le sud de l'Espagne, dans un décor de film de western, qui est une tuerie. Ouais. Enfin, c'est un truc de psychopathe. Maintenant, ils se sont professionnalisés, ils proposent du coup ça à des gens qui sont un peu non-GNistes, et ça permet d'avoir quelque chose de très frais. Donc, pour tous ceux qui y sont allés depuis, ils disent, bah, ça change énormément et c'est trop cool. Ouais. J'ai fait Candoria, bon, c'est un peu le passage obligé, c'est mon premier GN en tant que joueur. Et j'ai fait aussi les gens de Liboré, donc le Candoria, c'est un des plus gros GN de France. Les gens de Liboré, ça doit être le deuxième à peu près. Qu'on essaie c'est des jauges à 2000 joueurs à peu près. Hum, hum. Voilà. C'était 2004 cette année pour Candoria et là je me mets sur 1008 à peu près. Et du coup c'est des gros GN. Des GN de faction, donc là faut monter ton camp, mettre un peu tout en place. Bon, j'aime bien avoir des clans un peu de connards, et là Ouais, je le dis, donc gloire à je 7. vois. Je vois. Et du coup voilà, j'ai fait pas mal de tests en fait en jeu. Avec ces 5 ans passés à quand même enchaîner les GN, et c'est trop cool, hein. Euh, Est-ce que tu as une préférence aujourd'hui sur les petits GN, enfin ce que je vais dire petits GN, entre 30 et 80 joueurs, les moyens GN de 100 à 300 ou les gros GN de plus de Alors 300 déjà joueurs? je suis hyper biaisé parce que les petits GN j'en ai pas fait, Ouais, donc ok. quasiment jamais quoi. Ça c'est peut-être j'ai fait un T'avais pas fait premier test, on d'Armstrong? était
fait Armstrong, mais on est quand même une centaine à peu près, D'accord, encore une ok. cent. Ok. C'est 70 ou 75 PJ. Ouais, plus la Et team. après le reste, c'est des PNJ, Ouais, etc. ouais, etc. ok. D'ailleurs, pareil, dans l'ensemble, c'était une expérience inoubliable, donc vraiment une tuerie. Dormstrong, Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est une école dans l'univers d'Harry Potter c'est ça, à l'étranger. pays de l'Est. Pays de Pays de l'Est. l'Est, c'est très militaire. Du Voilà. coup, ça change un peu de «Oh, trop bien, oh, je vais aller dans la salle commune, trop cool!» Non, c'était si t'as pas fait ton lit, tu te fais des pompes, et le matin, t'es réveillé à 6 heures au Soc. Et Et moi, il y à a, cette époque-là, il était encore en train de dormir quand on s'est levé. et il y a un truc que tu m'as expliqué que j'ai trouvé très très malin. Moi, il y a Harry Potter, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me parle pas spécialement. Et quand je me suis dit, il y a des gens qui font des GN Harry Potter, je me suis dit, mais Harry Potter, c'est normalement quand même centré beaucoup sur la période de l'enfance, l'adolescence et la partie scolaire. Comment tu fais quand t'as que des connards de 30 ans ou de 40 ans? Et en fait, il y a une convention commune qui dit, en fait, vous avez tous 15 ans. Ça. Et du coup, il faut adapter votre jeu et essayer de faire comme si vous aviez tous tel âge. Et apparemment, ça marche super bien. Ça marche super bien, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a plein de choses que tu découvres en jeu, c'est un gène qui, quand même, globalement, où tu es bien ancré en termes de. C'est bien chamboulé, hein. Il y a Ouais. quelques joueurs qui vont en prendre pas mal plein la tête. Moi, j'avais un personnage un peu particulier, je pourrais pas en parler parce Ouais, il ils faut. ont encore pas Et mal puis, il faut de garder la trucs. surprise pour les joueurs. On se garde la surprise. Ouais. Mais ouais, moi, clairement, j'étais le cul entre deux chaises pendant tout le GN, et j'étais comme ça, quoi. D'accord. Et à réaliser des trucs, à se dire, mais ah ouais, mais c'est comme ça que ça se passe en vrai. Et là, tu fais, oh là là. Et bon, bref, il se passe plein de choses hyper intéressantes. Plus ça, plus mixé. Donc, en gros, ça se passe dans les années 40. Il y a quelque chose qui passe en Qui Europe se quand, passe à à peu ce près à cette moment, ouais. époque-là. Je vois. Donc voilà, ça chamboule un peu des trucs, Hmm. plus l'adolescence qui chamboule aussi des trucs, et on doit suivre des cours, donc voilà, c'est hyper drôle, quoi. Ok, ok, Ah ouais, on fait des cours, ok. voilà. C'est trop cool, c'est Je trop n'en cool. dirai pas plus, c'est l'histoire de Balade en forêt. Ok. Alors attends, parce que du coup, jeu de figurines, ok, jeu de rôle, ok, GN, on a fait un petit tour, on va peut-être pouvoir y revenir un petit peu. D'accord. On va venir à la MHE ensuite, mais j'ai une question, c'est concernant le GN, euh, c'est quoi le truc que tu vas chercher dans un GN aujourd'hui quand tu t'inscris pour participer à un jeu de rôle grandeur nature? Alors bizarrement, je vais chercher du fun. Ouais, Euh, je sais que t'aimes bien euh, rigoler, toi. Un Moi, j'aime bien rigoler. goro. Il fait ça. On parlera après de Goro, Ouais. mais clairement, bah, notamment, bah, tout l'intérêt et le sel de mon personnage à Blood Bowl, c'était vraiment. Je lâche mon cerveau, puis ça me fait Ouais. plaisir, quoi. Donc juste pour Euh, expliquer brièvement, donc David est participant au GN Blood Bowl que j'organise avec ma femme et avec un copain. Et il joue un personnage qui est très clairement doté de peu de neurones. Et ça change bien, voilà, ça change bien mais de devoir jouer ça, par contre, enfin, j'ai pas de mots. C'est génial, c'est pépite, voilà, c'est génial. moi, je pose mon cerveau d'un côté, puis je vais Et, faire des t- conneries, et et puis de temps en temps, je le rallume pour dire des conneries, et c'est tout, mais c'est tellement reposant. En fait, le GN, pour moi, c'est vraiment aussi épuisant que des vacances. Quand tu es vraiment immergé dans ton univers et tu joues dans ton perso et que tu es à fond dedans, bah, en fait, tu penses pas à autre chose. Les problèmes t'es du dans le jeu, quoi. quotidien, le boulot, tout ça, tu es dans le jeu. Et pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, bah, t'es ton personnage. T'as les problèmes de ton personnage aussi, parce que bon, sinon, s'il n'y a pas de problème, ce serait pas drôle. D'ailleurs, moi, à la base, mon rôle dans mes entreprises, c'est justement de faire qu'il n'y ait pas de problème. Du coup, faut pas que je fasse ça. Ouais, ouais, bien sûr. C'est compliqué. Bien sûr. Mais bon, vous voulez ça, venez, on fait ça plutôt. Et ben ça tue le jeu dans un GN. Donc du coup, Oui. on va faire, non, on va absolument faire pour que nous, on ait 100% du truc. Comme ça, ils vont sortir les ailes, il y a du jeu, et ainsi de Hmm, suite. hmm. Ok, Voilà. ok. Donc, ouais, du coup, ça joue comme ça. Du coup, est-ce que le terme déconnexion, il te plaît dans le cas du GN? Ouais,
complètement, Ouais. complètement, ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air d'être ouais, le consensus le plus répandu quand je pose des questions à des GNistes, c'est quand même la déconnexion qui est plaisante. Et bien évidemment, comme on l'a dit juste avant, l'aspect social avant tout, quoi. Évidemment, faire un GN tout seul, ça n'a aucun Ouais. putain de sens. Ah bah clairement, et puis bon, t'es entouré de gens, et ce qui est assez hallucinant avec le GN, dans Armstrong, l'exemple le plus puissant que j'ai eu, c'est que je suis arrivé au Armstrong, je connaissais, alors je suis dans un groupe de 12 personnes, Mm. sur les 12 personnes, j'en connaissais un que j'avais croisé en GN un peu, j'avais croisé à l'Ultime Western, et l'autre je l'avais croisé au Blood Bowl, et au Blood Bowl je pouvais pas le saquer, parce que c'est un antagoniste, et on s'est bien tapé sur la tronche d'ailleurs. Et du coup, l'autre pote que j'avais croisé comment dire, à l'Ultime Western, moi j'étais PNJ donc je le croisais régulièrement. Et du coup, ben, on a eu très peu d'interactions quand même, mine de rien. Mm. Donc je suis arrivé, ben ouais, en fait, on va passer un week-end. Et en fait, en un week-end, comme on avait un peu des bases, en fait, on se connaît un peu tous, on a des petites blagues, etc., etc. En un week-end, bah, tu te fais, c'est comme si tu partais en colo pendant 3 semaines. Ouais, Tu genre. reviens, en fait, t'es ultra pote avec des gens que tu connaissais ni d'Adam ni d'Ève il y a 2 jours. Et moi, nous, avec ces 12-là, on se revoit régulièrement dans l'année. On se fait un gros week-end, on se voit tous. Enfin, c'est un truc de cinglé, quoi. Tu Ouais, fais pas ça même avec tes potes de longue bien date, sûr. c'est compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, enfin, Ouais, ça crée on peut aussi des t'en moments imaginer. forts. Le GN, Ah ça ouais, crée aussi des moments très très forts, bien plus forts que dans d'autres passions plus, entre guillemets, plus encadrées. Je vais prendre l'exemple l'exemple ultra basique du passionné de foot, qui est un club de foot. Évidemment que vous allez passer des moments forts en match, des belles actions, des beaux entraînements, de l'entraide, parfois des moments où ça part en couille avec une équipe invitée, ou voilà, ça crée des moments forts. Mais je trouve que dans le cadre du GN, c'est encore une étape au-dessus. C'est mais encore clairement. une étape au-dessus de moments que tu vas retenir en fait. Pour te donner un ordre d'idée de à quel point ça peut marquer, après le Dormstrong, il y a une des joueuses qui a été tellement marquée qu'elle a écrit un bouquin derrière sur la suite de ce qu'on allait faire. Donc l'année d'après, donc il y a un bouquin entier qui fait 200 pages qui existe sur la suite du Dormstrong de notre édition. Bon, avec les mêmes noms que les autres vont avoir, donc c'est hyper marrant. Et du coup, c'est écrire un bouquin, quoi. Et Donc, ben justement, on va en venir un petit peu à l'aspect un peu plus psychologique du GN. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui nous écoutent là, qui ne sont pas pratiquants de jeux de rôle ou pratiquants de GN, parce que j'ai quand même tendance à dire que le GN est un peu plus impliquant que le jeu de rôle papier sur table, parce que complètement, bah, ouais. tu t'habilles différemment, parfois tu prends une voix différente, parfois tu dois te comporter littéralement complètement autrement de ce que tu es dans la réalité, etc. Donc c'est un peu plus impactant. Est-ce Yes. que tu penses que c'est... Il y a des gens qui doivent se dire, mais attends, ils sont tarés ces gens. Voilà, ils sont un peu tarés, voilà. Est-ce que tu penses que c'est un Oui. peu dangereux le GN? Au même titre que dans Euh, les années 90, le JDR, c'était pour les satanistes. Tu alors, déjà, le satanisme, c'est plutôt pas mal, hein. déjà. Faut avoir des boulets, c'est chiant. C'est ça. Ouais, bon, après, ça t'en fout partout. Ça, c'est un peu dommage, faut tout nettoyer. Non, mais en vrai, voilà, il faut aussi garder toute mesure dans plein de choses. Mais pour moi, le GN, c'est pour tout le monde. Après, ça dépendra du thème de jeu, ça dépend de Mm. plein de choses. La seule contrainte, c'est que en tant que joueur, tu vas être confronté à des problématiques liées à l'univers dans lequel tu vas être. Je vais dire plein de trucs, mais uniquement, tu vas dans l'univers de, de, de Lovecraft, si t'as peur des trucs qui font peur, c'est compliqué, quoi. Si tu vas dans l'univers des légendes d'Iboré de Conan, les gens, ils peuvent pas se saquer entre eux, donc c'est plutôt du bon racisme qui va bien. Mm. Si ça te choque, c'est compliqué pour toi, ça va être un peu Ouais, bien compliqué. sûr. À partir du moment où toi, tu as admis ça et que c'est normal dans cet univers-là, et évidemment, tu ne le fais pas en dehors, parce que tu n'es pas un sac à merde, et du coup, bah, tu C'est ça. sais te dire, ah ouais, en fait, c'est cool, les gens sont sympas et tout, ou les gens sont pas sympas. Et en fait, il faut juste savoir faire la différence entre le joueur Mm. et le personnage. Et avant, il y avait beaucoup d'amalgames comme ça, où des gens qui, voilà, un peu utilisaient ça a été fait pour le jeu de rôle, ça a été fait pour plein de choses.
il disait le fait d'être dans un rôle pour s'amalgamer en disant ah bah c'est pas moi, c'est ton personnage. Non, 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 non. Tu fais une connerie, tu l'assumes. Par contre, tu vois, on peut faire des scènes fortes et des scènes difficiles tout en étant safe, en disant voilà, moi il y a une scène où je joue bourreau en stylie Bourreau? sur le LH, je suis bourreau, ouais. Donc du coup, évidemment, je vais devoir torturer des gens. Donc oui, c'est mieux d'aller voir les gens en leur disant, hey, ça, est-ce que ça va? Si du coup, à un moment, voilà, moi, mon bourreau, il est capable d'enlever un œil. Est-ce que on peut mimer le truc? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te fait pas peur? Est-ce que jusqu'à quel endroit je peux mettre un truc pas loin de tes yeux pour que pas que tu te sentes agressé? Enfin bref, il y a plein de choses qui sont à faire un Comme des petit peu acteurs, avant. en fait. Comme des acteurs Exactement. qui vont préparer une scène avant de la jouer. Non, c'est très malin de C'est faire ça. ça. Ouais. Et comme ça, du coup, les deux personnes sont safe. Bon, il peut y en avoir qui ne sont pas dans les deux personnes qui peuvent te dire, ça, c'est hyper choquant. Et du coup, là encore une fois, eh ben, il faut peut-être qu'ils se posent la question de se dire, est-ce qu'ils sont au bon endroit au bon moment? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, ouais, une scène de torture dans le monde de Conan, bah, c'est normal en fait. Hmm. Voilà, Ouais, on bien te sûr, met bien sur sûr. un arbre et tu te fais bouffer par les corbeaux ou par les vautours. C'est dans le film déjà. Et c'est dans l'univers écrit, c'est normal. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs le conseil des vieux géanistes, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, parce que bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est si vous voulez tester le GN, déjà foncez parce que vous verrez que c'est une expérience extraordinaire. Mais au-delà de ça, Vraiment. essayez quand même pour votre premier de trouver un univers qui vous convienne et qui soit peut-être pas trop touchy, pas trop puissant pour débuter le GN. Après, ça va dépendre aussi de votre Exactement. expérience de rôliste. Parce que si vous êtes rôliste et que vous faites déjà du lourd, je pense à des univers complexes comme Lovecraft, comme Vampire, qui peut être joué de manière assez lourde. Enfin, Vampire ou tout White Wolf, quoi, globalement. Il y a plein d'autres univers comme ça qui peuvent être très prenants et très puissants, entre guillemets. Dans l'horreur aussi, on va avoir les aliens, on va avoir plein de trucs comme ça. Si vous avez déjà de l'expérience en jeu de rôle, pourquoi pas commencer des GN dans ce délire-là. Mais si vous êtes plutôt Donjons et Dragons, bah cherchez un GN plutôt Medfan, assez standard, et vous allez kiffer. Mais tapez pas dans le dur direct. Vous allez y venir au fur et à mesure. Quoi que vous Il fassiez, faut de y aller toute étape manière, par étape. ouais. Bah, typiquement, il y a des gens qui vont chercher ce qui s'appelait gentiment les GNH Win. Hmm. C'est des GN où tu as un très fort attachement émotionnel, typiquement, où tu vas être confronté à des sujets pas hyper sympas, type les maladies, la mort, des blessures de cœur, de la trahison. Et si t'es pas un minimum blindé là-dessus, ça peut être une mauvaise expérience, quoi. Ouais. Donc, faut quand même y aller en toute connaissance de cause. Il y en a qui adorent, hein, ils se déchargent émotionnellement et ils reviennent, ils sont trop bien. Mais bon, commençons tranquille, c'est cool. Et puis jamais oublier que ça reste un jeu. Voilà, évidemment quoi. Exactement, c'est le plus important. Et ça, dans tous les domaines, c'est vrai que faut le rappeler. On est là pour prendre du bon temps, Et puis en c'est pas donner aux pour autres. Exactement. Je sers le GN et c'est ma joie. Ouais. C'est cool. Venons-en à comment ton cheminement t'a mené doucement à l'AMHE. Donc l'AMHE, les Ouais, arts martiaux historiques européen. européens. Voilà. Donc AMHE, comment t'en es venu à ça en fait? Alors, bah, en fait, moi, je suis grâce au GN. Alors, pour la petite histoire, le club où je suis a été fondé par un GNiste que j'ai rencontré pendant mon premier GN, j'ai gardé contact. Et j'ai récupéré son épée aussi. Ok. En fait, ben, en GN, ben, possibilité de combattre à l'épée. Mm. Chose que je trouvais vachement intéressante. Et pour mon premier GN, je me suis dit, peut-être que je m'entraîne un peu parce que j'ai pas envie de me faire éclater au premier combat comme Ouais. un caca. Du coup, je suis allé pour m'entraîner, etc., etc. In fine, bah, le combat de GN, ça a ses limites. C'est pas un peu souvent la même chose, parce qu'il y a des coups qui sont pas autorisés. Hein. Ouais, Pour mémoire, voilà, faut pas toucher les parties, pas toucher la tête, pas de coups d'estoc, donc les coups de pointe, quoi. Mm. Et du coup, ça limite énormément de choses. S'il y a un gars en face, il a une espèce de porte de grange dans une main et une épée longue Un dans l'autre main, pavois, ouais. c'est compliqué à toucher. Ouais, ouais. Donc, bon, au bout d'un moment, ça peut paraître un peu frustrant. Et bah, je m'étais dit, ouais, j'ai envie d'apprendre des choses à l'épée. Et du coup, je suis arrivé. Premier cours que j'ai fait en AMHE, j'ai d'ailleurs fait un sparring, donc un combat, avec les deux personnes qui sont devenues mes coachs. Aujourd'hui.
Et je me suis fait éclater. Alors un sparring, Euh, le terme sparring, c'est un combat mais amical. On n'est vraiment oui, pas là pour se taper trop fort non plus. On montre ce qu'on sait faire, on attend de voir de l'autre ce qu'il sait faire, mais le but c'est pas de l'éclater et de. Enfin, ça reste un entraînement, quoi, un combat d'entraînement. oui, oui, tout à fait, hein, tout à fait. Et du coup, en fait, le premier cours que j'ai fait, c'était vraiment pour voir la différence de niveau entre parce Mm, que j'avais à peu près OK en étant GNiste mm. et ce qui était la réalité. Bon, le problématique d'être GNiste quand tu arrives pour faire des AMHE, c'est que tu as tendance à avancer ta tête parce que personne ne peut toucher ta tête en tant que GNiste. Donc tu te dis c'est pas grave, non, c'est pas vital. Sauf que là, Sauf on a que un bah, Machette à un masque et que, évidemment, la tête, c'est l'endroit qu'on a envie de taper parce que c'est les plus de points que ça rapporte dans la tête, il me semble. ouais, puis bon, c'est toujours sympa de taper la tête. Puis c'est C'est aussi ça. l'endroit le plus protégé, mine de rien. Oui. Avec le Tu vois, gros c'est masque d'escrime, en fait, qui résiste à des coups très très forts. Vous voyez les masques ça. d'escrime, c'est la même chose. Globalement, c'est la même chose. C'est ça. En renforcé, et puis au-dessus, on a Ouais. un couvre-masse qui permet d'éviter d'atténuer les coups au-dessus de la Ouais. tête et sur les côtés. Donc il y a de quoi faire, quoi. Donc, Ok. Et du coup, t'as découvert ça par un copain. Ensuite, ouais. tu t'es entraîné un petit peu avec lui. Et après, direction club et go. C'est ça, en fait. Et bon, pour la petite blague, c'est que j'ai pas fait le parcours un peu habituel. C'est que, ben, étant donné que les cours principaux sont les dimanches, et que je fais du VN, et que je fais des événements, etc., Ouais. etc., c'est compliqué. Du coup, j'ai fait pas mal de cours avec un ami, Romain. Ouais. Et en fait, on se voyait tous les lundis. Et du coup, le lundi, on mangeait ensemble le midi, puis après, on allait se faire des AMHE. Et ça a commencé comme ça. Et, du coup, ben, je me suis fait taper dessus en boucle pendant des semaines et des semaines. Ouais, mais Après, ça allait mieux. en vrai, je suis désolé, mais en quelque sorte, t'as eu un prof particulier. Ah, mais complètement. Voilà. Complètement. Mais c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est le luxe. C'est génial. Tu progresses vachement plus vite comme ça, hein. Ah ouais, 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 bien sûr. Donc trop bien, trop bien. Ah ouais, non, mais Euh, clairement, j'ai eu de la chance. et du coup, tu fais des championnats, des tournois, des machins où t'as des médailles à la fin, des trophées, des femmes qui dansent et tout ça. Ou comment ça se Alors, les passe femmes les qui championnats? dansent, ça arrive moins souvent. Il y en a, hein, Ouais. mais voilà. Mais globalement, il y a quelques tournois en France et en Europe aussi, à l'étranger Mhm. aussi. Euh, j'ai commencé les tournois en France l'année dernière Mhm. et du coup, j'ai fait 3 tournois. Bon, j'ai tenté la catégorie Open comme c'était mes premiers tournois. Ouais. J'ai pris des roustes, mais bon, c'était pas si mal. Et sinon, j'ai fait 2 tournois débutants, un où j'ai fini premier à Montpellier et un où j'ai fini deuxième à Clermont-Ferrand. Très, très bien. Et la semaine prochaine, je fais mon premier tournoi international. Ah, quand même. Eh ben, Ouais, écoute, ouais, on va te souhaiter plein de réussites, plein de good vibes. Passer un bon moment je avant prends. tout. Ouais. Oui. Ah Ouais, bah, ouais. j'y vais pour ça en fait, hein. Clairement, je sais que ça va être cool. Donc, Est-ce je que suis en Belgique. Donc. je vais te poser la question de Monsieur Tout le Monde, parce que c'est une remarque que j'ai eue de ma maman, que j'embrasse fort, il y a quelques années, non, il y a quelques mois, je sais plus, je suis désolé au niveau des dates, c'est une catastrophe. Je vais parler politique, mais pas du tout pour faire de la politique, mais juste pour vous expliquer mon propos. Il y a quelques temps, il y a un mec qui avait mis une gifle au président de la République. Et il se trouve que toutes les informations qu'on avait eues aux infos, c'est que c'était un mec qui pratiquait peut-être de la MHE, du jeu de rôle, du GN, des trucs comme ça. Et quand ma mère a Mhm. entendu ça aux infos, elle m'a dit: Tu le connais, mais en fait, t'es royaliste, mon fils. En fait, Alors, c'est allé très j'ai eu loin. la Je même dis: chose par mon papa. Ouais, bah voilà, tu vois. C'est un truc de dingue, hein. Mais bon, après, enfin, je me mets à leur place et enfin, c'est une réaction normale, quoi. Mais En est-ce fait, d'un que point de ma vue. question c'était surtout est-ce que dans ce milieu-là il y a un aspect justement un peu politique qui peut être gênant ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tous? Est-ce qu'il y a des Noirs, des Alors, Arabes, des Chinois et des Français? ce qui est un peu drôle, c'est que oui, potentiellement, il y a un peu de tout. Dans notre club, on a des gens qui qui ont fait des transitions de sexe, etc. Voilà. Mais globalement, on retrouve souvent les mêmes typologies de personnes. Donc, Mhm. en général, ils aiment bien le métal, Ouais, ils aiment bien l'histoire. ouais. Il y en a quelques-uns qui font du jeu de rôle.
Du coup, bah, globalement, ça attire pas mal de monde. Et encore une fois, il y a un truc qui change aussi, c'est que c'est un sport qui est relativement onéreux, hein, quand même te protéger, etc., Ouais, etc. Grosso modo, pour le matos, tu lâches 1000 € à peu près. ouais. Donc, faut aussi avoir les moyens. Et voilà. Mais globalement, ouais, tout le monde peut venir, hein, euh, c'est surtout. Alors juste pour pas décourager les gens, il y a des packs débutants qui sont quand même moins chers que 1000 balles. Et on peut commencer avec un bâton, ça va très bien, hein, Et exactement, en termes de et puis on compétition. peut même commencer probablement avec un peu de matos de prêt pour les premières parties. Euh, Il y a beaucoup de clubs qui ont des épées nylon à prêter et ce genre de choses, quoi. Ou des épées acier, en général, ils prévoient Vu, pouvoir tester. ouais, vu qu'on vient de sortir de la période avec les JO, est-ce que tu penses qu'un jour on aura de la MHE aux JO? Très très grande question. Alors aujourd'hui, c'est hors de question parce qu'on n'est pas du tout structuré pour. Ouais. Il y a une fédération? Euh, et alors il y a une fédération, il y a plusieurs fédérations. On a une fédération française, mais aujourd'hui, ça reste encore très amateur. Ouais. On a lancé le premier tournoi fédéral l'année dernière. Enfin, cette année, du coup, c'était en mai cette année. Du coup, ouais, on est encore au balbutiement. On n'est pas beaucoup, hein, on est, en France, on doit être un peu plus de 2000. Ouais. Ce qui est vraiment pas beaucoup du tout, quoi. Voilà, en termes de compétiteurs, dans le monde, on doit être peut-être un peu moins de 10 000, tu vois. Hmm. Du coup, c'est pas un gros truc. Euh, et alors, on est peu télévisuel, parce que la première fois que tu vois, tu comprends rien à ce qui se passe Ouais, mais l'escrime, c'est pas à haut télévisuel non niveau. plus. Mais il y a des lumières qui s'allument. Du coup, tu Ouais. peux savoir ce qui se passe, tu vois. Alors Ok. que non, on peut pas avoir de matos, ça va être très difficile Ouais. de faire du matos électronique. Il faudrait faire de l'enregistrement vidéo et de l'arbitrage vidéo. Hmm. Mais globalement, après, voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent un peu évoluer en termes de loi et en termes de règles, surtout Hmm. sur les AMH. Grosso modo, aujourd'hui, un peu tous les tournois font à leur sauce. C'est grosso modo un peu toujours pareil. Mais il y a certaines règles qui changent et qui peuvent être un peu plus complexes ou qui peuvent générer des choses qui sont pas Ouais, je forcément comprends. très agréables. Des Euh, spécificités à certains clubs qui organisent tel ou tel tournoi. exactement. Et ça, c'est probablement parce que c'est encore, comme tu l'as dit, euh, le terme est très mal choisi. J'allais dire élitiste, mais en fait, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a très peu de participants. Vous êtes pas Ouais, beaucoup, ça quoi, se en cherche France. encore beaucoup, Ouais. hein, et c'est aussi parce que la pratique se veut pas. En fait, c'est pas du top-down. C'est pas t'as un maître qui Mm. t'explique ce que tu dois faire. En fait, le principe de la MHE, c'est qu'on a accès à tous à des sources. Et en fait, le but de base, c'est on a les sources, on les étudie, on a des traductions, on peut voir ce que ça Et donne. les sources Et historiques, derrière, donc. exactement, principalement de la Renaissance. Mm. Et après, on va travailler, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de passionnés d'histoire, Mm. bizarrement. Bien sûr. On va travailler sur les gestes qui étaient faits, etc., etc. Et derrière, on va les tester en sparring, on va les tester du coup avec les copains, etc., etc. Et ça prend du temps. Et une interprétation d'une personne va être complètement différente d'une autre. Ouais. C'est Après, il y là a qu'on va avoir certains. des écoles. C'est ça. Après, il y a certains complets cinglés qui, ça fait 30 ans, qui sont sur le même texte et qui vont faire une interprétation de zinzin avec une ajout sportive, avec une ajout de position dans l'espace. Enfin, bref, moi j'ai vu un maître italien, Roberto Gotti, Gauthier, ouais. qui fait du Marozzo et du Pietro Monte. C'est deux maîtres italiens. Et tu vas le voir et tu fais ah ouais, Mm. t'es comme si t'apprenais à marcher de nouveau quoi. Et Mm. tu prends une grosse claque. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils pensent les choses, etc., etc. Mais tu vas voir une autre personne, il va dire complètement l'inverse. Et Est-ce que c'est ouvert au public les entraînements d'AMHE ou les tournois d'AMHE? ouais, les tournois sont ouverts au public, les entraînements peut-être un peu moins parce que bon, c'est Ouais. pas forcément Oui, le oui, truc le évidemment. plus visuel de la terre. Parce que bon, même un entraînement d'escrime traditionnel pour en avoir fait, c'est un peu chiant en test. Ouais, ouais, oui, non, mais bien sûr, il faut être dedans pour kiffer. Il y a beaucoup d'entraînements qui sont pas. Mais oui, oui, Ok. clairement. Et puis les personnes qui pratiquent les AMHE ont tendance à vite vouloir faire tester leur sport. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas à aller voir un Ouais. AMHE pas loin de chez vous, ou une Euh, AMHeuse. Là, Mais ouais. là est-ce que tu aurais par exemple un club d'AMHE à conseiller dans la région lyonnaise, par exemple?
Au hasard, Lyon et MHE. Lyon MHE, voilà, par exemple. À la limite, je peux mettre le lien Voilà. en description. Tu vois, c'est aussi un bon moyen de Ouais, faire connaître ce genre d'activité. carrément. Puis en plus, c'est la rentrée scolaire. Il y a peut-être des nouvelles Et inscriptions, des nouvelles places qui s'ouvrent, etc. c'est ça. Bah, c'est le moment de venir, hein, parce que du coup, là, en plus, on a 3 créneaux cette année. Ouais, Un le lundi, un le mercredi, un le dimanche. ouais. Le lundi, c'est lutte et travail à la dague et sparring, un peu comme on veut. Le mercredi, on fait de l'épée à une main et le dimanche, on fait de l'épée à deux mains, Comment tu avec les lois. expliques la raison pour laquelle, souvent, dans les clubs d'AMHE, il y a aussi des clubs de lutte? Alors, parce qu'en fait, dans les combats, il y a une partie lutte tapette. À partir du moment où on arrive au contact, Hmm. bah, du coup, on peut avoir des clés de bras, on peut avoir des saisies, on peut avoir pas mal de choses qui nous rapprochent énormément du combat au corps à corps traditionnel, de la lutte ou du pancrate. Et du coup, bah, c'est tout est lié en fait. Parce que le but du jeu, c'est quand même de survivre, hein. Hmm. C'est pas un art martial, donc c'est pas juste on fait de la touche et on est là genre ah c'est bien. Ce qui pourrait être enseigné, mais là le but du jeu c'est vraiment là, on est sur un art martial, donc éviter de te faire tuer, c'est mieux. Ouais, donc on est sur deux catégories qui se complètent l'une l'autre, quoi, tout simplement. Exactement. Ok, Voilà. ok, Et c'est cool. notamment, on en a qui viennent des sports de combat. On a eu quelqu'un qui venait de la boxe l'année dernière. Bah, du coup, au tout début, c'est compliqué parce que t'as pas la même distance Bien d'attaque. sûr. Et au fur et à mesure, bah, tu t'y mets. Et puis, Hmm. bah, c'est avec lui que j'ai fait la finale du premier championnat du championnat que j'ai gagné. D'accord, ok, Il avait 4 points dans les pattes. ok. On va conclure un petit peu la MHE, mais j'ai une dernière question qui glisse de la MHE vers une autre activité sportive et rôlistique, entre guillemets, ou en tout cas chevaleresque, ou bourrine, appelle ça comme tu veux. C'est le béour. Est-ce que pour toi, il y a un chemin entre la MHE et le béour, ou pour toi, ça n'a rien à voir? Euh, c'est En dehors du kiff de mettre une armure et... Ouais, pour moi, c'est pas du tout la même chose. En fait, je verrais plutôt bah, le Beowulf comme du MMA avec une armure et accessoirement, t'as un bouclier et une épée. Épée qui sert souvent pas à grand-chose. Parce que tu regardes les mecs qui préfèrent mettre des avoines directement avec les poings et avec le bouclier, puisque c'est pratique, un peu plus d'allonge. Euh, bah, le but du jeu, c'est quand même de mettre les gens à terre. Euh, les AMHE, là, je vois les AMHE de manière plus technique, on va dire martialement parlant et au niveau de l'escrime. Là où je pense que le BO va être beaucoup plus cardio et beaucoup plus dans la résistance pure. Ok. Ouais, je vois. Pour avoir testé le Parce que BO, je suis assez d'accord avec toi. La MHE aussi, pour avoir testé vraiment juste quelques sessions et quelques sparring. Et le BO, avoir testé juste une journée, c'est l'écart exact que perso j'ai ressenti pour avoir beaucoup pratiqué la boxe avant, un autre sport qui n'a rien à voir, mais ouais, le BO, on est sur l'endurance et le fait de tenir sur ses pattes. Globalement, c'est faut te tenir debout, même si on te pousse comme un gros bourrin, et faut être putain d'endurant. Là où la MHE, on est plus sur l'explosivité et la rapidité, la dextérité. Il y a quand même une part d'endurance, mais je l'ai jamais ressenti moi parce que j'ai jamais poussé suffisamment les entraînements en AMHE. J'ai pas de doute sur le fait qu'il y a besoin un minimum. Quoi. oui, un petit peu. Bah oui. Ok. Sachant que bon, moi j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Ouais, mais c'est cool, c'est bon de faire du sport. Enfin, C'est bon pour plein de choses. Donc c'est trop cool. Écoute, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est en train de discuter. Moi, je passe un super moment. J'apprends des trucs en plus d'un pote de longue date que j'avais même pas appris avant. Euh, à quoi je pensais? Si, je pensais à un truc quand même. C'est au tout début de l'interview, on a parlé un petit peu VR, etc. Donc, on va venir brièvement aux nouvelles technologies. Comment tu perçois de l'extérieur, parce que je crois que tu t'en sers pas au quotidien, l'impression 3D de l'extérieur pour toi c'est quoi? Ça donne quoi? alors, pour moi, c'est un outil génial pour pouvoir prototyper. Ça, c'est une base excellente. Après, je vais le rapprocher plutôt du côté GN, etc., etc. C'est un outil génial pour faire des props. Hmm. Typiquement, un des derniers GN, je me suis imprimé des petits bijoux
un petit coup de bombe et hop, ils sont dorés et hop, ça fait le taf. Ça m'a coûté 3 centimes et ça fait vraiment un truc très cool. Et en plus, tu peux les imprimer à plein de gens, parce que tu peux en imprimer plusieurs qui te ressemblent. Ça C'était le permet cas à d'élargir le Blood Bowl, il y a plein de gens qui avaient des trucs imprimés en 3D. Les Nurgle aussi, ils avaient fait des maladies orphelines à adopter et des génies. Ouais. J'en ai une d'ailleurs, t'en bouge pas. Ouais, ma fille en a gardé une aussi, je crois. Mais ça, c'était génial. C'était génial. Ça, c'est Voilà, Nurgle. si on rappelle. Voilà, elle s'appelle Sebum, et du coup, je l'ai appelée Sebum du Tigre. Bravo, bravo. Donc ouais, l'impression 3D, cool pour les props en GN. Complètement, c'est un truc, je pense que c'est une technologie qui est encore amenée à évoluer, et qui évolue à une vitesse aussi folle. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui, et je pense que ça crée des belles opportunités. Je pense que tu peux en être Ouais, bien témoin sûr. aujourd'hui. Ah bah ouais, carrément. Euh, et du coup, ouais, ça crée de belles choses et ça permet d'aller très très vite sur pas mal de choses qui aujourd'hui nécessitent du temps pour crafter à côté enfin, de mon côté. Il y a plein de choses qui nécessitent énormément de temps. Là, ça permet d'avoir quelque chose qu'on peut reproduire très vite et très bien. Mm, C'est pas forcément évident de faire ça sur pas mal de pièces. Puis après, voilà, dans le niveau industriel, on peut faire énormément de choses. Enfin, mm. Ouais, ouais, maintenant, on ok. peut imprimer des maisons. Ouais. Des bateaux. Voilà. Ouais, ouais, Enfin, ouais, c'est je fou, suis quoi. d'accord, c'est ouf. Ok, d'ailleurs pour conclure aussi sur l'impression 3D, bientôt tu verras, enfin vous du coup verrez aussi arriver sur la chaîne une vidéo où j'imprime intégralement une armure de GN en 3D. Dans un matériau adapté qui n'est donc pas du PLA. On va utiliser d'autres types de matériaux qui sont plus adaptés pour avoir une armure en plastique relativement légère mais qui a vraiment la gueule d'une armure métal. Il y a des fabricants qui font déjà ça, hein. Je pense à Wormwick par exemple, mais eux ils font ça en Yes. PVC, en tirage. Et du coup, bah, aujourd'hui, c'est clairement possible de s'imprimer son armure de GN en fait, voire même de s'inspirer d'une armure que vous voyez dans un musée en la prenant en photo, ou au-delà de ça, des armures que vous voyez sur vos figurines. Et en fait, avec un tout petit peu de travail de modélisation 3D, mais vraiment rien de très compliqué, vous allez extirper les morceaux de l'armure qui vous intéressent, vous allez les agrandir, et vous les imprimez en 3D pour avoir l'armure du chevalier, enfin du prêtre de Sigmar que vous avez kiffé sur la table de jeu, ou ce genre de truc. Donc ça arrive très bientôt, et c'est en grande partie grâce aussi à Bamboo Lab, une nouvelle marque d'imprimante 3D avec qui je travaille, que je peux imprimer des gros modèles. Parce que vous allez voir, bientôt, il y a un nouveau truc très très cool là-dessus. Ah, j'ai ma chérie qui fait des essayages de son costume justement pour le prochain GN. Parce que bientôt on participe à un GN. Écoute, ça fait plus d'une heure. Je te remercie sincèrement d'avoir passé ce moment avec moi. C'était bien cool. Est-ce que tu as Avec grand plaisir. des choses à ajouter qui pourraient motiver les gens soit à faire du jeu de figurines, soit du jeu de rôle, soit du GN, soit de la MHE, soit autre chose que tu as Wow. envie de dire? Alors, pour les jeux de figurines, ben si vous aimez les échecs, si vous aimez des jeux de stratégie, si vous aimez un petit peu faire des choses un petit peu différentes, c'est top pour commencer. Le jeu de rôle, ben en termes d'imagination et en termes de coût zéro, on est Ouais, allez-y. c'est vrai que ça coûte que dalle. Et du coup, les GN, ben, c'est la version d'après. Une fois que vous aurez poncé le jeu de rôle, ben faudra foncer sur le GN. Et puis bah, les AMHE, si vous avez envie de faire un petit peu de combat, un petit peu différent, et puis de comprendre aussi d'où viennent les mouvements, et de pouvoir après être hyper critique sur les films pour dire, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche, bah, vous pouvez partir pour faire les AMHE. C'est vrai. Et bah écoute, encore une fois, je te remercie, David. Avec grand plaisir. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Peut-être que un de ces quatre, les gens te reverront sur la chaîne parce que il y a plein de prétextes pour lesquels on pourrait se réunir. C'est Je, possible. je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast ou en tout cas cette vidéo, cette interview de Beast Roleplay en compagnie de David. On va se retrouver pour des prochains numéros. Il va y avoir un peu plus de jeux de rôle et de GN dans les numéros à venir. Et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de curiosités. Et on se retrouve très vite pour des nouveaux podcasts. Ciao ciao!